Et les habitants de Rivière-des-Pères sont en proie à une insalubrité permanente. Depuis plusieurs mois, eau stagnante, odeurs nauséabondes sont devenues leur quotidien. Après avoir frappé à toutes les portes, ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés. Et fin de conflit à la clinique de la Guadeloupe pour la CGTG. Le syndicat, à l'origine des premières revendications, a signé un protocole d'accord de fin de conflit. En revanche, l'UTS-UGTG poursuit le mouvement et réclame toujours le départ du directeur. Et que s'est-il vraiment passé en mai 1967 à Pointe-à-Pitre? Le Parti communiste guadeloupéen, mis en cause pour son comportement par les nationalistes, réclame la vérité sur les événements et propose une réconciliation. Et enfin, le Léoise était à l'honneur à quelques kilomètres de Paris. C'est l'association guadeloupéenne KSK qui a porté le gros cas à Paris en cette fête de l'Ascension. Plus qu'une découverte, il s'agissait de porter au plus haut ce pan du patrimoine culturel guadeloupéen. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Depuis quelques mois, les habitants de Rivière-des-Pères à Basse-Terre sont confrontés aux eaux stagnantes qui entourent leur habitation. À cela s'ajoutent les odeurs nauséabondes et le risque sanitaire. Ils ont beau frapper à toutes les portes, les solutions tardent à venir. ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et de Patrick Curie. Cette flaque d'eau sale remplie de larves, c'est le résultat d'une fuite d'eau usée, le quotidien d'une partie de la population résidant à Rivière-des-Pères. Donc tout ce qui est derrière la piscine, il n'y a plus rien qui se fait. Et donc là on constate maintenant qu'avec les travaux, il y a eu des problèmes, je crois qu'il y a deux ans de ça, il y a eu des problèmes d'eau. Et c'est là qu'on a constaté vraiment qu'il y a des problèmes qui s'accumulent, la route qui s'affaisse, des trous, de l'eau qui s'infiltre sous les maisons. Et maintenant, on se retrouve avec une invasion d'eau noire, sale, qui est une sorte d'on ne sait où, qui pose maintenant un problème sanitaire. On a plein de moustiques. Ah oui, l'eau-de-là a diminué quand il est là. Mais à cause là, étant là, on a l'eau là qui a coulé, qui a sorti là, qui a coulé, qui a descendu là, comme ça là. L'eau là monte juste au roi marche là, grand marche là. L'eau là monte juste là, on dit même, on dit Seigneur. L'eau là, ça caille même. Expliquer pourquoi j'étais le gars, ça a vu vrai ça nous ni là parce que là au début il était en côté quand là il a propagé qui derrière piscine là qui derrière casan moins donc monsieur Bouga monsieur j'étais le gars il vient vrai ça c'est là il dit qu'il essayer de trouver une solution de secours pour faire de l'eau là dévier en autre côté en attendant et que voit à partir de lundi ou que voit qui gens qui vrai pour réparer ça il y a réparer. Depuis plusieurs mois, certains habitants fuient leur maison ne supportant plus l'odeur. Personne n'est responsable. Et les problèmes subsistent, même empirent. Et la ville de Basse-Terre a dit qu'il n'y a pas habité à eux. Quand elle a dit l'IP en faveur des réparer, mais il faut une autorisation de la ville de Basse-Terre. Et la ville n'a pas bailler autorisation là. Donc, nous allons rester au même temps, nous ne pouvons pas faire rien. Seul monde qui a vu nous, qui a dit nous comme ça, il paraît à investir pour pouvoir réparer, pour pouvoir faire ça il y a fait, c'est M. Bologne. C'est M. Bologne, là restant là, pour le moment, il n'y a pas dit nous rien, il n'y a pas faire rien pour nous, et nous avons subi quoi. Un quartier où règne un sentiment d'abandon, il lance un appel aux candidats aux législatives. Et à la polyclinique de la Guadeloupe, la CGTG a signé le protocole d'accord de fin de conflit alors qu'elle était à l'origine des premières revendications. Du coup, l'UTS-UGTG se retrouve seul au front à réclamer le départ du directeur. La grève est-elle pour autant finie? La réponse avec Karen Diamin. Mobilisés depuis le 16 mai dernier, les agents grévistes affiliés à l'UGTG ont obtenu satisfaction sur 19 des 20 points de revendication émis au préalable. Le point là était qu'à choper là, c'est que moment nous avons exigé départ à directeur là et nous expliquer à PDG là que voilà les raisons pour lesquelles nous avons dit que faut directeur là ça parti parce que nous tenions vraiment un problème relationnel qui a existé et puis aussi au niveau de management ça n'a pas passé du tout. Si pour l'UGTG, les discussions se poursuivent encore sur ce dernier point, la CGTG, de son côté, ne considérant pas le départ du directeur comme revendication principale, a cessé son mouvement de grève lundi dernier. C'est le lundi 22,
En fait, il n'y a pas eu de rencontre véritablement ce jour-là. C'était une réunion avec un médiateur convié par l'employeur, mais que nous n'avons pas demandé, puisque la médiation se faisait sur un point qui n'était pas le nôtre, c'est-à-dire le départ de la direction. Ce point-là donc a été discuté, nous sommes venus et nous avons affirmé notre volonté de sortir du conflit le lundi 22. Seul syndicat encore mobilisé, l'UGTG affirme tout mettre en œuvre pour trouver une solution à leurs dernières revendications. Nous sommes en unité d'action syndicale, nous pas dans intersyndical. Donc on a dit chaque monde a vrai l'intérêt à y. Nous faisons une proposition, nous avons demandé de faire une lettre de cadrage, recadrer Missia dans les missions qu'il y a, parce que faut savoir que nous avons un lot en jeu par rapport à la clinique là ça, parce qu'il y a qu'à sortir en bas en redressement judiciaire. Un protocole d'accord devrait être signé très rapidement. En attendant, la polyclinique reste fonctionnelle. Et les négociations sont toujours au point mort à route de Guadeloupe. Après une seconde réunion, les discussions ont échoué entre l'UTC, GTG et la région Guadeloupe. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les explications du secrétaire général du syndicat sur cette impasse. Il est interrogé par Karen Diam. Concrètement, nous pas avancé nous à même stade là. Si on revalorisation qu'elle nous proposait pour janvier 2014 et qu'elle a proposé pour janvier 2016. Et donc, malgré que nous faisons concession, nous acceptons janvier 2016, mais seulement le problème là, c'est en matière de coefficient. Et coefficient là, c'est effectivement qui a mené Pékiniola, qui a mené montant à rappeler à ces agents-là. Ils disent nous comme ça qu'ils tiennent compte de ça, nous dit comme proposition. Et qu'il y a un vrai conseil d'administration à route de Guadeloupe. Et pour vrai après qu'il y a eu fait. Mais seulement nous dit aussi que nous, la grève qui a continué. Et nous que fait ça, nous n'y a fait. Nous pas de problème, c'est ça. Mais seulement, s'ils veulent rompre avec nous, nous pouvons rompre avec. Mais nous que chercher un médiateur pour faire la situation là s'avancer. Parce que nous avons raison, droit, nous démontrer ça encore bon matin là. Et pour l'heure, aucune nouvelle rencontre n'est prévue entre les protagonistes. Et ce vendredi commémorait le cinquantenaire des massacres de mai 67, une histoire longtemps occultée jusqu'à la récente publication du rapport Stora qui a fait état de 8 morts lors de ces événements. Un rapport qui a bien du mal à être accepté pour le Parti communiste guadeloupéen mis en cause pour son comportement par les nationalistes. L'heure est à la vérité sur les événements. Il propose une réconciliation. Reportage Isabelle Amo. Comment aller vers la réconciliation? 50 ans après les faits, la répression policière en Guadeloupe reste dans les mémoires. Le Parti communiste guadeloupéen veut que l'État reconnaisse le massacre de mai 67. Et c'est le sens de notre interpellation au président de la République française nouvellement élu qui, au moment de la campagne, avait déclaré que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Mai 67, c'est un crime du colonialisme français. Mais la vérité et la réconciliation, elles relèvent aussi de notre responsabilité d'organisation guadeloupéenne, d'organisation patriotique. Et c'est cet appel que nous lançons pour que précisément les uns et les autres, nous puissions, dans une démarche de réconciliation, mettre à plat toutes les questions relevant de mai 1967. Afin que la lumière soit faite sans accusation de qui que ce soit. La démarche du PCG serait d'établir les vérités des 26, 27 et 28 mai 67 en se replongeant dans le contexte sociologique et politique de cette époque. Quels étaient les intérêts de l'État français? Quelles étaient les forces en présence? Quels étaient les rapports de force politiques? Quelle était la stratégie de l'État? Et elle s'en prenait, elle voulait éradiquer le mouvement anticolonialiste en Guadeloupe. Donc il faut que les vérités soient dites, qu'une analyse soit faite. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir précisément savoir comment nous devons nous construire. Comment nous devons nous construire, c'est précisément en mettant à plat les moyens, les formes de lutte pour notre décolonisation. Il faut tirer au clair cette question-là, d'où la question de la réconciliation indispensable si nous voulons permettre un avenir meilleur pour la nouvelle génération de Guadeloupéens. Le Parti communiste guadeloupéen se dit prêt à travailler avec toutes les autres forces de lutte anticolonialistes pour que cet appel collectif trouve sa traduction dans l'évolution politique de la Guadeloupe.
Et à Paris, le collectif Debout pour mai 67 avait mis en place une veillée en hommage aux trop nombreuses victimes de mai 67 sur la place de la République à Paris. L'occasion pour eux de demander justice et vérité à l'État. Éric Dupuis était sur place. En passant par la place de la République pour aller au théâtre, Jean-Louis ne se doutait pas qu'il apprendrait une partie de l'histoire. Sa curiosité a été piquée au vif, d'autant plus qu'il est originaire par son père de Fort-de-France en Martinique. Je ne connaissais pas du tout. Je pense que ce sont des affaires qui ont été étouffées, comme plein de choses. Et puis les Antilles en 1967, personne n'en parlait. Mais ça, c'est même pas dans les livres d'histoire. D'autres sont venus exprès, comme Marie-France, originaire du Petit Canal. Pour elle, c'était très important d'être là, d'autant plus qu'elle se souvient l'avoir vécu. Quand j'avais 10 ans, en Guadeloupe, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ma mère, on avait la terreur dans les yeux des parents, mais on n'a pas su. Ce n'est que plus tard qu'on a su ce qui s'était passé en fait. Donc je suis venue chercher un peu l'information. Des informations encore sous scellées car aujourd'hui personne ne sait vraiment pourquoi les policiers ont tiré à balles réelles sur les manifestants. C'est d'ailleurs ce que demande à l'État le collectif Debout pour mai 68 par ses commémorations, que justice et vérité soient faites. On commémore les 50 ans du massacre de mai 67 parce qu'au bout de 50 ans, normalement on a l'ouverture totale des archives. Si on a accès à toutes les archives, on pourrait aboutir à vérité, justice et réparation qu'on demande. Des manifestations culturelles sont prévues sur tout le week-end. Samedi, ce sera une longue marche dans Paris. Les organisateurs espèrent pouvoir réunir 1000 personnes pour que leur voix soit portée jusqu'aux oreilles du gouvernement. Et nous avons souhaité mesurer vos connaissances sur les massacres de mai 67. Que savez-vous de ces événements? Karen Diama est allée vous poser la question. On vous écoute. Je me souviens qu'on avait tué 2 personnes à Vieux-Boabi. C'était une manifestation normalement à la Pointe. C'est ça, homme de travailleurs. Surtout dans le travaux publics, d'abord en BTP, et tenions pour un petit passé à Basté avant. Ça c'est éco ont tenu avant, et puis ça vient de la pointe jusqu'à Pointe-à-Pitre. Et à partir de ça, que c'est une manifestation du bateau, et puis nous voyons rouge, tout ça, bon, je pense qu'on envoyé comme ça. Oh là là, mai 67. Enfin, moi j'étais toute petite, hein, j'avais juste 1 an, et ma mère m'a dit qu'il sortait du travail et qu'il avait fait énormément de choses sur la place de la Victoire, mais c'était assez dur quand même. Elle m'a même dit qu'il y avait un homme qui avait eu le ventre ouvert et tout ça. Ouais, c'était dur ça. Et à cette période-là, bon, j'étais scolarisé à Bainbridge. Et puis en sortant du lycée, j'ai entendu, comment dirais-je, des crépitements. Et je me suis précipité, comme tout un chacun. Et du fait que j'habitais vers l'assainissement, mais il y avait un mouvement de foule. Donc ce qui fait que j'ai dû contourner et passer à côté où se trouvait Air France. Et c'est où justement qu'on a descendu des patriotes. Après, bon, j'ai dû bien entendu rebourser chemin et rentrer à la maison. Mai 67 pour nous, c'est la brutalité policière en fait. C'est quelque part la méchanceté de l'État français de l'époque vis-à-vis du peuple guadeloupéen et des ouvriers qui étaient en grève en fait. C'est de la barbarie simplement. J'ai même une connaissance à moi qui a perdu sa mobilité, c'est une jambe. Et il est de Sainte-Rose. Des assassinats et en fait un grand mystère dans l'histoire de la Guadeloupe même. Donc un grand bouleversement, des émeutes à Pointe-à-Pitre, des émeutes à Basse-Terre, avec des affaires qui sont classées sans suite. Et donc beaucoup de points d'interrogation, aussi bien pour les Guadeloupéens, mais aussi pour, on va dire, la population basique de France, parce que il n'y a que les, entre guillemets, les services secrets qui savent ce qui s'est passé. Et dans un souci d'interroger un panel représentatif des Guadeloupéens, Moïse Dexter et Patrick Curie se sont rendus à Basse-Terre pour vous poser la même question. Mai 67, ça a débuté peut-être déjà Basse-Terre, puis après Pointe-à-Pitre,
avec une grève des ouvriers bâtiments qui demandaient une augmentation de juste 2%. La période de mai 67 est une période de révolte à Basse-Terre pour ce qu'il y a eu. Ce propriétaire de magasin de chaussures. Et puis plus tard, à Pointe-à-Pitre, pour la grève des travailleurs qui demandaient une petite augmentation qu'on ne voulait pas donner. Donc je sais en fait qu'il y avait une grève des ouvriers en bâtiment qui demandait une augmentation, je pense, de 2,5%, quelque chose comme ça. Et puis après maintes négociations, justement, il y a eu des tirs. Donc apparemment, donc, je vais dire les CRS, hein, les personnes, les responsables de l'ordre, ceux qui mettent l'ordre, je vais dire, d'après ce que j'ai pu comprendre, ont accusé les Guadeloupéens de leur lancer des concalambides et tout comme ça. Donc ils ont fait feu et ils ont tué un Guadeloupéen dont tout le monde certainement connaît le nom, Jacques Nestor. Mai 67, j'ai entendu, j'étais gamine quand même, j'étais assez jeune, mais j'ai su qu'on a tiré sur les ouvriers, je crois que c'était les ouvriers agricoles, si je ne me trompe pas, sans sommation. On tirait sur tout ce qui bougeait. Le phénomène a déclenché à Basse-Terre. Et par la suite, le phénomène a monté 6 points à pied. Et c'est comme ça que mai 67, genèse à mai 67, c'est ça. Et demain, des millions de musulmans observeront la période du Ramadan pendant 30 jours. Et ce jusqu'au 26 juin, les musulmans seront invités à s'abstenir de boire, de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À la veille de cet événement crucial dans l'islam, nos confrères d'ATV Guyane ont rencontré un groupe de croyants qui s'étaient réunis à l'heure de la prière hebdomadaire. L'occasion aussi de se mettre en condition. Charlotte Fleury. Il est 14h à la salle de prière de l'association musulmane Ahmadiyya Guyane. C'est le moment de la prière hebdomadaire. Demain, ces musulmans guyanais débuteront les 30 jours de jeûne du Ramadan, rythmés par les 5 prières quotidiennes. Le mois de carême, c'est le mois très important pour l'islam. C'est là qu'il y a des charités, c'est là que c'est humainement, c'est là qu'il y a des calmes, il y a de grandes prières envers des créateurs. Parce que le remerciement créateur, les biens autres qu'il a fait pour nous, il ne faut pas tasser. L'islam, c'est la religion qui, humainement, pour partager, pour s'aimer, penser à créateur, penser au papa, aux mamans, c'est l'éducation de la base. C'est une période de pardon, de rémission, de partage, où on fait attention à tout pour ne pas pécher, puisque l'être humain est pécheur. Donc pour se rapprocher le plus possible de Dieu, et c'est une prière. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on ne mange pas, on ne boit pas, on essaye de se purifier en s'instruisant des paroles du Coran le plus possible. Hier soir, ils apprenaient l'heure du début du Ramadan, qui n'est jamais la même d'une année à l'autre. Aujourd'hui, ils se disent prêts pour ce moisson. C'est une préparation qui vient toute seule, on ne sait pas d'où elle vient. Parce que moi, avant, j'étais catholique et là, maintenant, je suis musulman. Et faire le ramadan, ce n'est rien pour moi. Plus on fait le ramadan, plus on a envie de le faire et plus on a le courage et le courage de le faire. On est déjà dans le bain à chaque fois. À chaque fois que le ramadan arrive, on sait que ça va arriver. On a une appréhension qui est positive. Jacques Bertol, chargé de mission de l'évêque et membre de la coordination religieuse, était lui aussi présent pour montrer son soutien à la communauté musulmane, avec qui il affirme entretenir une relation de fraternité. Sur le plan de l'humanisme et sur le plan de la religion, ce sont mes frères. Et c'est important d'être avec ses frères, parce que c'est une religion, je dirais, qui amène, je dirais, la joie et le bonheur. Et bien sûr, ça démystifie tout ce que l'on voit actuellement dans le cadre de l'islam, parce que ceux qui se prononcent au nom de l'islam dans les exactions qu'ils font, ce ne sont pas des musulmans. Pour moi et pour les Ahmadiyya, ce ne sont pas des musulmans. Cette année, la fin du Ramadan est prévue pour le samedi 26 juin.
Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons. Le gros cahier tradition, vedette en région parisienne. Et puis rencontre avec la jeune Elisa Bunel, 14 ans, la gagnante du célèbre concours Elite Model 2017. Mais avant, rencontre avec l'ancien champion du monde de bodybuilding, Morgan Ast. Il est en Guadeloupe depuis mardi, ici pour une démonstration de muscles dans le cadre du Body and Bikini Caribbean, une manifestation dont il est le parrain. Isabelle Hameau l'a interrogé dès son arrivée. Je suis là pour faire une démonstration, un guest posing, également faire des photos et puis partager avec tous les passionnés et tous ceux de l'île. Ça fait 17 ans, voilà, exactement, 17 ans de travail, d'entraînement, de régime au quotidien. Après, il y a différentes phases de régime, bien sûr, selon l'évolution du travail. Et ma prochaine compète, c'est en Inde, fin octobre. Qu'est-ce que tu espères Donc déjà, qu'il y ait encore plus d'athlètes au niveau de la compétition, plus de monde aussi en spectateur, que les gens, depuis l'année dernière, aient progressé, que justement l'image du bodybuilding ait évolué dans tous les milieux. Et aussi qu'après notre passage dans les écoles, justement, auprès des élèves, que ça a aussi joué au niveau de la nutrition et tout ça, et des comportements alimentaires, voilà, sur tout le monde. Et puis à quelques kilomètres de Paris, l'association guadeloupéenne KSK avait organisé hier une formation au Gros Cas et plus particulièrement à la Ronde les Roses. Une quarantaine de personnes avaient participé à cette journée qui visait à partager la portée spirituelle du Gros Cas. Solène Boissé. Aujourd'hui, dans cette salle, ce n'est pas de la salsa qu'on danse, mais du guoka. Mais avant de passer à la pratique, les participants ont le droit à un long rappel historique. Car pour Teddy, qui est venu spécialement de Guadeloupe pour enseigner les codes de la Ronde les Roses, la connaissance de l'origine et de la spiritualité de cette danse ancestrale est primordiale. Comme maintenant, il y a plus une recherche de reconnaissance et de star system du moi-je, ce qui fait que la Ronde les Roses s'est métamorphosée. Alors c'est pour ça que nous, on voudrait retrouver cette Ronde les Roses où on partage des choses, où on parle d'amour, où nous avons beau canter. Et pour retrouver l'esprit de cette danse née directement de la période d'esclavage, rien de mieux que de la pratiquer. Ok, musicalement ça fait ça. Tac, 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 c'est ça une reprise. Ce stage est réservé aux personnes expérimentées, mais dans la salle, on trouve quelques exceptions, comme cet originaire de Gosier qui pensait connaître les basiques avant cette journée. Il y a des codes, des choses comme ça que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai appris un certain nombre de choses aujourd'hui, donc je reviens à la base. Elvire, elle, fait du guoka depuis plus de 10 ans. Elle a tout appris en région parisienne. Je trouve juste merveilleux de pouvoir trouver sa culture au moins dans... déjà en Ile-de-France, il y a beaucoup de groupes. À Paris, il y en a énormément et c'est allé très très vite. Si le guoka se développe en Ile-de-France, il reste encore très méconnu. Ce n'est qu'en 2014 que cette musique traditionnelle est inscrite au patrimoine culturel de l'humanité. Et depuis le début du mois de mai, les passants de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre peuvent admirer ses œuvres. Un savant mélange de graphes et de peintures, le tout enrobé de spiritualité. Pacman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou alors qui ont certainement déjà vu vos œuvres, vos fresques, vous êtes un artiste graffeur, un surdoué de la peinture, autodidacte. Alors, il y a 3 ans, votre première exposition, vous êtes revenu cette année au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre pour présenter votre projet qui s'appelle Gospel Art. Racontez-nous un petit peu comment cela s'est mis en place, comment s'est déroulée cette exposition qui mêlait aussi, qui était pluridisciplinaire avec d'autres invités, Joël Nankin, Guy Gabon, Yannick Cabrion, ils étaient nombreux. Exactement, puisque en fait déjà l'histoire a commencé en 2014 où on me demandait d'exposer. Mais je ne voulais pas vraiment exposer seul parce qu'au moment, lorsqu'on m'a proposé de faire l'exposition de mes œuvres, j'ai tout de suite pensé à tous ces autres artistes en fait qui ne sont pas connus, qui sont encore dans l'ombre, qui ont quelque chose à montrer et à dire et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra voir ce qu'ils auront. Alors l'idée est venue, beaucoup de choses se sont boîtées au fur et à mesure et là je me suis dit tiens, si j'expose, si j'ai de la lumière sur moi, pourquoi pas aussi les braquer aussi sur les autres et de les appeler de tout horizon et d'en faire quelque chose. Et le gospel art en fait est divisé sous 3 positionnements, c'est-à-dire sur l'art urbain, l'art contemporain et la musique. Mais pas musique chantée seulement, mais aussi la partie musicien, puisque dès qu'on parle musique, on pense tout le temps aux chanteurs et jamais aux musiciens. Alors pour ceux qui sont passés à côté de l'événement, le Gospel Art fermera ses portes
demain par un concert gratuit. Racontez-nous un petit peu, quel sera le programme? Déjà, le programme pour demain, déjà l'établissement, le pavillon sera ouvert de 9h jusqu'à 23h. Les invités, les gens, ils pourront passer et visiter et voir un peu tous les œuvres qui sont là. Et aussi le soir, à partir de 19h30, là, cette scène musicale qui a été mise en place et dans le jardin du pavillon qui sera vraiment aménagée pour l'occasion de manière à pouvoir accueillir nos derniers invités, puisque il ne faut pas oublier qu'on est là depuis le 6, hein, donc tout le mois. Demain, c'est vrai que c'est l'Académie du Cas et Yannick Cabrion qui vont clôturer, aussi avec Edson X et JR le Slammer, puisqu'on a une partie slam. Mais les autres jours, on a eu la présence d'Anateco, du groupe Formi, Radical Singers qui était là. On a eu aussi Leila Chico, le groupe Semi Brief de la Dominique. On a eu David Damemblé. On a eu pas mal d'artistes chants à ce niveau. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Pacman, en préambule, hein, vous êtes un surdoué de la peinture. Rien, pourtant, ne vous destinez à devenir l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Tout avait plutôt même mal commencé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que il y aurait eu tellement de choses à dire, mais rien n'était destiné à cela. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai vu pas mal de choses. Je me suis dit que c'était un mal pour un bien. Un mal pour un bien que les téléspectateurs comprennent. Hein. Vous avez été... Exactement. Bon, moi, j'ai été enfant de la DAS et ma vie a été très compliquée. Je n'ai pas pu suivre un cursus scolaire stable puisque à chaque fois, on me changeait de famille. Et à chaque fois que je commençais une période scolaire, 2-3 mois après, on me changeait encore. Et on me disait à chaque fois, tu ne feras jamais rien de bien, rien de bon, le dessin, l'art, ce n'est pas pour toi, il n'y a pas d'avenir, que des choses négatives. Beaucoup d'artistes se reconnaîtront parmi ce petit témoignage. Mais à chaque fois, en fait, dès qu'on m'appelait ou on m'apercevait quelque part, c'était toujours pour quelque chose lié au dessin. Et j'étais toujours doué pour cela. À chaque fois, j'avais une tristesse ou quelque chose à faire ou à dire, je le faisais par le dessin, uniquement. Je crois que votre foi a joué un grand rôle aussi. C'est vrai que depuis déjà 5 années déjà, c'est vrai que ma foi chrétienne a eu beaucoup à jouer dedans, puisque j'ai appris à partager beaucoup plus, à voir en fait, à compatir beaucoup mieux envers la souffrance des autres, et par là justement à pouvoir mieux partager ce que l'autre a à dire aussi, même si notre style est différent. Mais c'est vrai que ma foi en a beaucoup joué aujourd'hui, qui me permet aujourd'hui de partager en fait avec les autres. Et votre exposition, d'ailleurs, il y a un clin d'œil à votre foi chrétienne. L'exposition s'appelle Gospel Art, qui signifie quand même, qui se traduit par évangile. Qu'apporte l'évangile à votre travail artistique? Pourquoi ce nom? En fait, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait, le gospel en elle-même, c'est vrai qu'on l'a toujours présenté sous une forme de chant. Et c'est vrai que le gospel se dirige beaucoup mieux sur, qui veut dire directement sur l'évangile. Mais ce qu'il faut voir, c'est-à-dire que l'art en elle-même a été créé sous la spiritualité ou sur les rituels. Tous les arts dans le monde qu'on connaît, quel que soit dans les pays où on va, il y a toujours quelque chose d'artistique, soit sur un vase, un tableau, un objet. Tout a été créé par cela. On voit bien qu'auparavant et jusqu'à aujourd'hui, pas besoin d'école pour créer. Tout est en l'intérieur de soi et il faut juste croire. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Une pensée arrive, une idée arrive. Les gens demandent toujours, oui, mais comment tu fais pour avoir autant d'inspiration? Mais la chose de la vie qui nous entoure. Et la vie, ce n'est pas la main d'homme qui l'a créée, c'est Dieu lui-même. Donc du coup, c'est là où j'associe en fait le gospel et l'art en elle-même, où que chaque individu, chaque personne, quel que soit son horizon et son style, a quelque chose à apporter. Merci Pacman d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle aux téléspectateurs que votre rendez-vous, c'est demain soir au pavillon de la ville et également pendant la journée. Vous le savez, cette année, c'est une Guyanaise qui a remporté le concours Elite Model 2017 du haut de son 1m81. La jeune Elisa Bunel a tout juste 14 ans. Elle rentre ainsi dans le monde du mannequinat. Charlotte Fleury, notre consoeur, l'a rencontrée. On regarde. Le 13 mai dernier, la finale du concours Elite Model Look Antilles-et-Guyane avait lieu. Parmi les 10 jeunes filles sélectionnées, c'était Lisa, 14 ans, qui a été choisie par le jury. Les étoiles encore plein les yeux, elle revient sur l'annonce de sa victoire. À l'intérieur de moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis avancée parce qu'on m'avait dit de m'avancer au nom de la gagnante. Mais j'ai pas vraiment réagi et j'ai pas compris ce qui se passait. Et puis c'est après, quand j'ai fait le câlin à Nina, que j'ai vraiment capté que c'était moi. Sans aucune expérience dans le mannequinat ou la photo, cette passionnée d'équitation a voulu tenter sa chance pour ce concours et elle a bien fait.
Donc moi, ce qui m'a donné envie de m'inscrire à ce concours, c'est surtout que ma sœur l'avait fait l'année dernière, parce que sinon je le connaissais pas. Je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance moi aussi et voir si je réussis ou pas. Avant la finale, Elisa et les 9 autres participantes ont été envoyées quelques jours en Guadeloupe, accompagnées par Nina, la gagnante du concours de l'année dernière. Avant la finale, en fait, Nina elle nous a coachés pour bien apprendre à marcher, pour corriger nos quelques défauts de bras, de jambes et de position, de posture. Après, on a eu des shootings photos. L'ambiance, elle était vraiment très conviviale parce qu'on n'était pas, en fait, on n'était pas vraiment en concurrence. On était toutes là pour passer pour faire une bonne expérience et rencontrer de nouvelles filles et s'amuser. Donc du coup, c'était super convivial et super sympa. Il n'y avait pas du tout de concurrence. Cette année pour Elisa, c'est celle du brevet des collèges. Pour les années à venir, elle a bien réfléchi. Elle souhaite voir ce que le mannequinat pourrait lui apporter et n'exclut pas l'idée d'en faire son métier. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous lundi à la mairie de Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant, Eddy Planté pour Questions directes.